Julie Mérino-Côté, je suis psychologue au CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Je travaille plus spécifiquement là, au niveau du continuum de milieu de vie substitut en déficience intellectuelle, autisme et déficience physique. La déficience intellectuelle, qu'est-ce que c'est? On va dire dans le fond qu'il y a 3 critères là, plus diagnostiques là, quand on veut évaluer une personne qui a une déficience intellectuelle. Donc, le premier, c'est vraiment au niveau du déficit du fonctionnement intellectuel. Donc, dans le fonctionnement intellectuel, qu'est-ce qu'on a? On a tout ce qui est raisonnement, mémoire de travail, toutes les fonctions cognitives au niveau des connaissances générales, le vocabulaire, puis tout ça, dans le fond. Donc, il faut que la personne ait un déficit là, par rapport à ces fonctions-là. Il y a aussi là, tout ce qui est fonctionnement adaptatif. Donc ça, c'est les habiletés que la personne elle utilise pour fonctionner dans son quotidien. Donc encore là, il y a toute la notion, exemple, de compréhension du concept d'argent, les habiletés qu'elle a besoin pour s'occuper d'elle-même, les notions de santé et sécurité de manière générale dans la vie qu'il faut connaître. Donc les personnes ont souvent un déficit aussi au niveau de ces habiletés-là, là, au niveau adaptatif. Puis, ce qui est important, c'est que ces déficits-là doivent être apparus avant 18 ans ou pendant la période là, de développement de la personne. Donc, plus à l'enfance. Donc, si on évalue une personne à l'âge adulte, bien, il faut documenter aussi qu'il y avait ces difficultés-là au niveau de son développement. Donc, une personne qui commencerait à avoir des déficits comme ça après l'âge adulte, que ce soit dû à un traumatisme crânien ou autre, bien, elle ne serait pas considérée comme ayant une déficience intellectuelle. Et au niveau du trouble du spectre de l'autisme, en fait, là, il y a 2 caractéristiques principales au niveau de l'autisme. Puis les personnes vont avoir des difficultés à ces 2 caractéristiques-là sur un spectre. Là. Donc, je pourrais vous expliquer plus ensuite. Donc, la première, c'est au niveau de la communication et des interactions sociales. Donc, ici, on est vraiment tout ce qui est au niveau social. Donc, que ce soit au niveau du contact visuel de la personne, au niveau de comment la personne va être en mesure de lire le non-verbal de l'autre personne, d'interpréter les émotions de l'autre personne, tout ce qui est de réciprocité sociale dans l'interaction aussi avec la personne, au niveau de la communication aussi, là, donc comment on va aborder une personne, débuter une conversation, comment on peut demander de l'aide quand on a besoin d'aide. Donc, tous ces aspects-là, là, plus au niveau social. Puis, il y a l'autre caractéristique qui est plus au niveau là, des comportements, intérêts restreints, stéréotypés, qui est peut-être un peu là, ce qu'on entend plus souvent parler là, par rapport à l'autisme. Donc, que ce soit au niveau de comportements plus qui seraient répétitifs ou stéréotypés chez la personne, ça peut être des mouvements corporels que la personne elle pourrait faire, des mots qu'elle pourrait répéter là, plus souvent. Il y a aussi tout l'aspect des intérêts restreints, donc des focus sur un sujet en particulier, un intérêt qui va être surinvesti, qu'on va dire que la personne elle va beaucoup s'intéresser à ça, en parler tout le temps. Puis, on va inclure dans ça aussi, il va y avoir aussi là, les personnes peuvent avoir des difficultés au niveau plus sensoriel aussi, donc soit sur-réagir à différents stimuli sensoriels ou sous-réagir, donc être moins réactif à ces différents stimuli sensoriels-là. Ça va se manifester sous forme d'un spectre, donc soit de faibles caractéristiques jusqu'à des caractéristiques plus importantes ou des déficits plus importants d'une personne à l'autre. Donc, on va avoir un grand niveau de variabilité d'une personne à l'autre qui pourra avoir ce même diagnostic-là du trouble de spectre de l'autisme. Donc, ça pourrait aller d'une personne qui ne sera pas en mesure de communiquer verbalement, qui va vraiment être plus dans sa bulle, être plus renfermée sur soi, à une personne qui va avoir un bon mode de communication verbale, ou ça va être peut-être plus l'aspect social là, qui va transparaître à ce moment-là. Avec les années, au niveau du travail en déficience intellectuelle puis en autisme, on observe vraiment beaucoup une complexification des cas qu'on peut avoir. Donc, historiquement, au niveau des services, là, on avait beaucoup plus de personnes qui avaient une déficience intellectuelle aussi qu'une personne qui avait un trouble du spectre de l'autisme dans nos services. Donc, puis les personnes avaient une déficience intellectuelle, parfois quelques troubles de comportement.
Mais ça se limitait plus à ça. Puis avec les années, on observe vraiment des personnes qui, en plus de leur déficience intellectuelle et de leurs troubles du spectre de l'autisme, qui ont aussi des troubles de santé mentale. Donc, que ce soit anxiété, dépression, à troubles de personnalité, différentes problématiques comme ça. On observe aussi de plus en plus de personnes qui ont des difficultés de toxicomanie, au niveau de la délinquance, des problématiques qui vont mener vers l'itinérance aussi, qui n'étaient pas des problématiques qui étaient observées avant, là, auprès de cette clientèle-là. Donc, ça va demander justement une grande adaptation de la part des intervenants, à avoir des connaissances sur toutes ces différentes problématiques-là, à créer des liens là, avec des partenaires justement pour bien travailler avec cette clientèle-là qui a toutes ces caractéristiques-là, là, autant de la déficience intellectuelle, de l'autisme, mixé aux symptômes là, au niveau de la santé mentale. Tout ce que ça amène. Là. Au niveau des services pour cette clientèle-là, il peut y avoir différents enjeux aussi. Donc, de la façon que les services sont organisés, bien, ces personnes-là vont recevoir des services en déficience intellectuelle et en autisme. Donc, comme je disais, les intervenants doivent développer un peu aussi l'expertise pour travailler avec les différentes problématiques et faire des liens avec les autres services pour travailler peut-être en collaboration. Par rapport à l'itinérance, à la toxicomanie, à la santé mentale. Là, Donc, avec cette clientèle-là, on va parler plus d'une approche d'adaptation, réadaptation, plutôt qu'une approche de traitement avec la clientèle. Au niveau là, de l'adaptation, réadaptation, mais c'est surtout parce que ce qu'on va travailler avec ces personnes-là, c'est voir comment on peut travailler avec elles à un peu minimiser l'impact de leur déficit dans leur vie de tous les jours. Donc, si on prend, par exemple, quelqu'un qui se ferait une fracture au bras, bien, on va avoir un plâtre, on va guérir le bras, puis donc on va faire un traitement, puis après ça, éventuellement, la personne, elle n'aura plus de difficulté avec son bras, il va être rétabli, donc ça va être terminé. Donc, au niveau de la déficience intellectuelle, de l'autisme, bien, c'est des conditions qui vont être là toute la vie au niveau des personnes qui sont associées à des déficits. Donc, c'est comment on peut soit mettre des adaptations au niveau de l'environnement autour de la personne pour aller minimiser là, ces déficits-là, ou comment on peut faire de la réadaptation pour peut-être leur apprendre certaines habiletés, leur apprendre à comment vivre avec ces conditions-là, aussi pour qu'eux, ils puissent mieux s'épanouir dans la vie, devenir de plus en plus autonomes malgré les déficits qu'ils peuvent avoir, comment travailler sur leurs forces aussi à ces personnes-là. Étant donné que c'est une clientèle qui peut être complexe, qui a différents diagnostics, ça va impliquer souvent aussi beaucoup de services autour de la personne. Le réseau de la santé et des services sociaux, c'est un réseau de services qui est vaste, qui comprend beaucoup de services. Puis, autour des personnes, ça va être important que tous ces services-là travaillent en collaboration pour la personne elle-même. Donc, on peut souvent observer, des fois plus au niveau des défis, que chacun de ces services-là a une méconnaissance de l'autre service. Donc, chaque personne connaît bien son service, sa spécificité, mais moins ce que chacun des autres services peut offrir. Donc, de là où ça va être encore plus important de travailler tout le monde en collaboration pour que chacun puisse amener sa spécificité là, auprès de la personne pour aller là, desservir le mieux possible la personne qui est au cœur de tout ça finalement. Des fois, ça peut résulter à des rencontres de concertation pour une même personne où on pourrait être, je ne sais pas, une dizaine de professionnels, une dizaine d'intervenants autour d'une table. Peut-être que chaque personne ne sait pas trop pourquoi pourquoi on est présent à la rencontre aujourd'hui, qu'est-ce que je veux apporter moi comme intervenant aujourd'hui. Mais la présence de chacun de ces personnes-là est toujours très importante justement pour faire cette concertation-là, pour s'assurer qu'on n'oublie rien, qu'on prend en compte vraiment chacun des aspects et des services autour de la personne. Tous les intervenants, bien, peut-être qu'ils n'auront pas tous un rôle à jouer dans les médias auprès de la personne, mais c'est important qu'ils assistent à ces rencontres-là parce qu'éventuellement, ils vont avoir un rôle à jouer, puis ça va permettre une continuité dans les services qui soient là tout au long du processus. Une personne, c'est ça, qui va travailler avec des personnes là, qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, qu'est-ce qui est vraiment important, là, qui est en tête dans le travail avec cette personne-là, c'est vraiment différents aspects au niveau de bien prendre le temps de connaître la personne. Chaque personne avec toutes leurs caractéristiques, leurs forces, leurs faiblesses,
leur déficit, bien, chaque personne est différente aussi. Donc, ça va être important d'apprendre à connaître la personne. C'est quoi ses difficultés à elle, c'est quoi ses forces à cette personne-là. D'apprendre à développer un lien, de prendre le temps de développer un lien avec ces personnes-là. Des fois, ça va être un peu plus long qu'avec un autre type de clientèle, de développer le lien tranquillement, de toujours aussi bien s'assurer que la personne, elle comprend ce qu'on lui dit. Donc, souvent, cette clientèle-là peut avoir tendance à acquiescer à ce qu'on va dire. Et, ils ont l'air d'avoir tout saisi, mais dans le fond, ils n'ont pas compris du tout ce qu'on a dit. Donc, ça va être important de leur demander de répéter ce qu'on a dit, de reformuler, de toujours s'assurer de cette compréhension-là aussi. Si jamais, des fois, ils ne font pas ce qu'on leur demande, de ne pas tout de suite penser que la personne n'est pas motivée ou qu'elle est mal intentionnée ou qu'elle ne veut pas le faire. Ça se peut qu'elle n'ait pas compris. Ça se peut qu'elle ne s'en rappelle pas parce qu'elle a réellement des déficits au niveau de sa mémoire. Ça se peut qu'elle ne sache pas comment le faire, cette chose-là, parce qu'elle ne sait pas comment organiser sa pensée pour faire ce qu'on lui a demandé de faire. Donc, de ne pas supposer là, nécessairement une mauvaise intention. Donc, ça va demander de prendre le temps de faire avec la personne, des fois de peut-être décortiquer ce qu'on lui demande en plus petites étapes pour qu'elle puisse prendre qu'elle comprenne comment le faire. Aussi, de toujours faire très attention. Ces personnes-là, comme je disais, ont une tendance à l'acquiescement, donc à répondre oui quand on va leur poser une question. Donc, souvent, on va favoriser des questions ouvertes plus que fermées. Puis, on va avoir aussi une grande désirabilité sociale, donc ils veulent plaire à la personne qui est devant eux. Donc, encore là, ça pourrait leur faire dire des choses qui ne sont pas nécessairement arrivées juste parce qu'ils veulent plaire. Donc, si on l'a en tête, bien, ça va adapter de comment on va interagir avec eux puis comment on va travailler avec ces personnes-là. Il faut toujours travailler avec eux aussi au niveau de travailler leur autonomie, de les considérer comme des adultes à part entière qui ont le droit de faire leurs erreurs aussi. Des fois, on peut avoir tendance à vouloir les surprotéger. On ne veut pas, si je le laisse aller, c'est sûr qu'il va arriver quelque chose, il y a des mauvais amis, il ne faut pas le laisser avec ces personnes-là, mais c'est un adulte à part entière qui a le droit de faire des choix. Puis le droit de faire des choix, ça implique le droit de faire des mauvais choix aussi. Donc, des fois, c'est pas facile comme intervenant, on veut pas, mais le rôle des intervenants, c'est est-ce que j'ai mis tous les moyens possibles en place autour de la personne pour l'aider, mais au bout de la ligne, c'est la personne qui fait ses choix à elle.